Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, chers collègues. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le webinaire organisé par la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur sur l'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur. À l'heure qu'il est, nous avons 125 qui se sont connectés et nous allons peut-être attendre 5 minutes avant de démarrer. Et nous voilà maintenant à 150. Nous allons pouvoir démarrer donc ce webinaire. Alors, après l'ouverture par le DGCE, nous aurons deux présentations, une sur le concept d'évaluation par le DGACE et l'autre sur la préparation de l'évaluation par la déléguée Fiamoué. Cela donnera ensuite l'opportunité aux uns et aux autres de pouvoir poser leurs problèmes dans une discussion franche et cordiale. Monsieur le délégué général au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, je vous donne la parole. Bien, merci, professeur Perrin. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour aux autorités qui sont connectées. Il y a quelques mois, la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur avait déjà organisé une série de webinaires. Ces webinaires étaient centrés à l'époque sur les outils d'évaluation élaborés par la DCE. Depuis lors, la réflexion sur les modalités pratiques de conduite de l'évaluation, ces réflexions ont évolué. Et nous savons aujourd'hui exactement comment les choses vont se passer, notamment pour les premières évaluations qui sont envisagées à partir du mois de décembre 2024. Nous avons donc jugé utile d'organiser le webinaire d'aujourd'hui pour informer beaucoup plus largement que nous ayons pu le faire à travers les missions itinérantes dans les universités, les enseignants qui vont être soumis à l'évaluation sur comment les choses vont se dérouler. C'est essentiellement l'objet de ce webinaire. Je voudrais donc, sans plus tarder,
laisser le modérateur nous guider. Je nous souhaite à tous de passer des moments fructueux ensemble. Bonne journée à toutes et à tous. Bien, avant de passer la parole au délégué général adjoint pour la première présentation, je souhaiterais quand même rappeler les objectifs. L'objectif général étant de développer une compréhension commune du mécanisme d'évaluation des personnels enseignants et des chercheurs du supérieur afin de favoriser une bonne préparation des évaluations imminentes, ce qui nous conduit à donc présenter le concept de l'évaluation des enseignants du supérieur, présenter le contenu du dossier d'évaluation attendu des enseignants concernés et enfin, dans la séance de discussion, répondre aux préoccupations des enseignants et des chercheurs. Je vais donc immédiatement passer la parole au DGACE qui va nous présenter le concept d'évaluation. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Cyril Goubedi et je suis en charge de vous faire la présentation du concept d'évaluation des enseignants du supérieur. Avant tout, il faut rappeler que la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur est investie de la mission de contrôle de qualité des enseignements et de l'évaluation des enseignants. La mise en œuvre de cette mission part du postulat que la qualité des enseignements ainsi que la compétence pédagogique et scientifique des enseignants sont intimement liés. Ainsi, les modalités d'évaluation des enseignants sont conçues en tenant compte de cette interaction entre qualité et compétence. Aussi, la réussite de l'évaluation demande-t-elle une approche préparatoire en lien avec les universités. Mais mes propos se limiteront d'abord aux modalités de l'évaluation et dans une deuxième présentation qui sera faite par ma collègue, Mme Rose Piamonté, nous aurons un regard sur l'approche préparatoire. Alors, les modalités de l'évaluation, il convient ici de retenir que chaque enseignant sera évalué et que son évaluation se déroulera en 3 phases essentielles. La première phase est celle dite de l'examen des épreuves documentaires en mode à distance. La deuxième phase est celle de l'évaluation pédagogique en situation de salle, en situation de classe. Et la troisième phase est la phase anthropologique qui est transversale et qui se déroulera tout le long du processus par des contacts avec les enseignants. Alors, parlons à présent de l'examen des épreuves documentaires, qui est la première phase. Cet examen consiste à soumettre à évaluation les offres de formation, les supports pédagogiques. Il s'agit là des supports de cours, des syllabiques, des supports de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques dont l'enseignant a la charge dans l'année de l'évaluation ou au cours de l'année écoulée. Les épreuves d'examen des matières enseignées dans l'année en cours ou à défaut dans l'année écoulée. Les travaux de recherche des 2 dernières années, le rapport de performance avec l'établissement de rattachement au titre de l'année écoulée, le rapport de l'enquête pédagogique par les apprenants au titre de l'année en cours ou à défaut de l'année écoulée. Cet examen des épreuves documentaires se fera sur la base des outils d'évaluation
élaboré par la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Et il s'agit des outils tels que renseigner dans le tableau qui va s'afficher. Il s'agit du formulaire pour le contrôle de qualité des offres de formation, un outil donc élaboré par la DCE que nous avions présenté dans les précédents webinaires. Formulaire pour contrôle de la qualité des supports pédagogiques, accompagné du formulaire d'évaluation des épreuves. Formulaire d'évaluation de la contribution à la recherche. Formulaire d'enquête spéciale de moralité. Et on ajoute enfin le rapport de performance qui proviendra des unités de formation et de recherche. Mais comment ou dans quel cadre se fera cette évaluation documentaire? Les évaluations se feront dans le cadre d'une commission technique d'évaluation, CTE, et les CTE sont constitués en rapport avec les domaines du RESAO et en tenant compte des spécialités des enseignants cibles de l'évaluation. Les domaines tels que nous les connaissons sont là, au nombre de 8, et nous avons environ 135 spécialités. Chaque expert membre d'une commission technique d'évaluation sera amené à évaluer les dossiers d'un nombre d'enseignants dont il doit produire les rapports de phase. Et chaque commission technique d'évaluation est organisée pour les évaluations des épreuves documentaires. C'est organisé de sorte à désigner en son sein un binôme constitué d'un évaluateur pédagogique et d'un expert matière pour l'observation en situation de classe, mais ces experts statuent dans le comité technique lorsqu'on est en train d'étudier les dossiers du candidat. Ça leur permet d'être déjà partie prenante à l'évaluation des épreuves documentaires et à aller maintenant observer l'enseignant en situation de classe. Il y a un ratio que nous avons essayé de dégager, de telle sorte que chaque commission technique d'évaluation est constituée en tenant compte du ratio idéalement de 5 enseignants au moins et de 10 au plus pour un expert dans une CTE. Ça veut dire que lorsque la commission technique reçoit les dossiers, il est procédé en son sein à la répartition donc des enseignants sous évaluation à chaque expert. La commission évalue les offres de formation dans lesquelles les enseignants proposés à évaluation interviennent au niveau de l'UFR concerné. Et on sait que l'offre de formation relève de la responsabilité des universités et des UFR. Cependant, on ne saurait évaluer les supports pédagogiques qui sont des outils d'animation des unités d'enseignement sans jeter un regard sur l'offre de formation et vérifier si sa qualité permet d'atteindre les objectifs initialement prévus par l'État. Et c'est à partir donc de l'évaluation de l'offre de formation que démarre le processus d'évaluation de chaque enseignant, parce que les experts de la commission et technique d'évaluation, à cette occasion, ont l'opportunité de découvrir ce qu'est le programme de formation dans lequel intervient l'enseignant. La deuxième phase est la phase d'évaluation en situation de classe en mode présentiel. Et là, chaque enseignant concerné sera soumis à une observation pédagogique en situation de classe. L'enseignant reçoit la visite d'un binôme constitué donc d'un spécialiste matière, un collègue qui est dans le rôle de père et d'un évaluateur pédagogique qui est de préférence un enseignant spécialiste des sciences de l'éducation et à défaut un enseignant de la spécialité enseignée ou d'une spécialité voisine, mais dont l'attention sera plus accordée à la question de posture pédagogique, de l'art pédagogique de l'enseignant. L'évaluation en situation de classe se fera sur la base de l'outil d'évaluation
élaboré par la DCE. Il s'agit du formulaire d'évaluation en situation de classe. Les évaluateurs donc, ne sont pas choisis ex nihilo. Ils sont des sachants du domaine et de préférence, nous donnons la priorité à des évaluateurs qui ont eu l'occasion d'enseigner la matière concernée ou une matière très voisine. Les évaluateurs ne vont pas seulement apparaître en milieu universitaire, ils seront accompagnés par l'administration, d'abord du premier chef de la délégation au contrôle et à l'éthique, mais également les membres de l'administration universitaire pour leur introduction. Mais une fois introduits en salle, les évaluateurs n'influencent pas l'administration du cours, mais ils sont, comme leur dénomination l'indique, observateurs en situation de classe. La troisième phase, c'est l'entretien. Cette phase d'entretien est organisée sous forme de mise en situation continue et participe d'une pratique d'approche anthropologique de l'évaluation. Chaque enseignant évalué est donc en contact avec la commission d'évaluation, soit en individuel par télédiscussion, soit par call conférence où sont impliqués d'autres enseignants soumis à l'évaluation. Mais le tout premier entretien portera sur tous les enseignants concernés, c'est-à-dire qu'il sera organisé par domaine scientifique pour la mise en situation afin de donner aux uns et aux autres les informations utiles au seuil du processus d'évaluation. Un deuxième entretien sera organisé pour chaque candidat par la commission technique d'évaluation chargée de son dossier et plus précisément sur ses travaux scientifiques. Un troisième entretien aura lieu immédiatement après l'observation en situation de classe et ce sera l'occasion pour le binôme ayant fait l'évaluation en situation de classe d'échanger directement avec l'enseignant sur l'état de son art d'enseigner. Et cette discussion sera sanctionnée par un rapport que recevra l'administration plus tard. Mais la commission technique d'évaluation peut également décider de faire des échanges rapprochés avec un enseignant pour les besoins de son évaluation. Donc, au lieu que ce soit seulement sur ses productions, on peut, sur quelques pièces de son dossier, lorsqu'il y a des incertitudes, lorsqu'il y a des doutes ou des incompréhensions, l'appeler, échanger avec lui. On peut l'amener même à faire plus de lumière sur certains aspects de son dossier. Voilà globalement les trois phases de l'évaluation des enseignants telles que conçues par la délégation et qui sera mise en œuvre dans les prochaines semaines. Je vous remercie de toute votre attention. Merci, Monsieur Cyril Koubedji, DGACE. Nous allons donc à la suite écouter la présentation de la déléguée Rose Fiamoué sur la préparation de l'évaluation. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Oui. Le câble. J'ai fait. J'ai fait.
Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, moi, c'est Rose Fiamoé, déléguée chargée d'animer la deuxième partie de ce webinaire consacré à la préparation de l'évaluation. Nous allons ensemble explorer les étapes permettant de bien préparer cette évaluation de manière efficace. Alors, pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, rappeler les éléments du dossier des épreuves documentaires. Ensuite, introduire l'outil numérique centralisant les informations et de la documentation pour l'évaluation. Nous allons aussi montrer l'espace de dépôt, qui est une interface configurée pour le dépôt des dossiers. Et je vais donner quelques informations sur l'accessibilité et la communicabilité des résultats. Alors, passons au rappel du contenu et le format des dossiers d'évaluation. Alors, il faut rappeler que le dossier d'évaluation comprend les supports pédagogiques qui incluent les syllabes, les notes de cours, les épreuves d'évaluation des apprentissages. Ce dossier comprend également les deux rapports, notamment le rapport de performance et le rapport des résultats d'enquête de pédagogie auprès des apprenants. Il comprend également les travaux de recherche qui incluent les publications et aussi les manuscrits sous forme de projet. Il faut retenir que pour chaque support pédagogique, un canevas harmonisé par les 4 universités publiques sera accessible sur le site de la DCE. Si besoin, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre UFR ou bien le CEPIAC de votre établissement pour obtenir ces canevas. Alors, passons au format des dossiers d'évaluation. Pour le syllabus, il faut rappeler que c'est un document clé pour évaluer la structure et la pertinence du cours enseigné. Donc, les syllabes doivent être soumis en format PDF allégé pour faciliter leur téléversement par les enseignants et leur téléchargement par les experts évaluateurs. Alors, pour les formats des notes de cours et autres supports de cours, également ici, c'est le PDF allégé ou Word qui est indiqué. Mais pour les enseignants qui utilisent des supports visuels, des présentations PowerPoint aussi peuvent être soumis. Alors, également, le fichier Excel aussi peut être soumis lorsqu'il est utilisé pour présenter les données chiffrées et pour faire des analyses statistiques. On peut aussi soumettre des vidéos courtes qui sont des contenus multimédia pour enrichir l'expérience d'apprentissage des étudiants. On peut également soumettre des liens hypertextes, mais il faut que ce soit des liens actifs, accessibles, sans protection. Pour les formats des épreuves d'évaluation des apprentissages, c'est également le format PDF allégé et tout en respectant la taille des fichiers tels qu'indiqués sur l'espace de soumission. Alors, pour les travaux de recherche, le rapport de performance, le rapport des résultats d'enquête de pédagogie, tous ces documents doivent être soumis en utilisant le PDF allégé. Alors, passons maintenant à la plateforme des données. La plateforme des données prévoit des interfaces, notamment qui permettent aux utilisateurs de créer leur compte. On peut créer le compte client qui est destiné aux enseignants à évaluer et ce compte offre
la possibilité de déposer les dossiers suivis suivre l'avancement de l'évaluation et puis accéder aux résultats personnels. Il y a le compte évaluateur qui est destiné aux membres du comité d'évaluation, notamment les experts commis par la DCE. Il offre également l'accès aux dossiers à évaluer, aux outils de notation et aux rapports d'évaluation. Il y a également le compte contrôleur qui est réservé au superviseur du processus. Il permet de vérifier la conformité des évaluations, de valider les résultats et de gérer les conflits potentiels. Et enfin, nous avons le compte institutionnel qui est destiné aux responsables des établissements, notamment les UPB, les UFR, départements, etc. Il donne accès aux statistiques globales, aux tendances d'évaluation et aux rapports synthétiques. Alors, pour l'espace de dépôt, il faut rappeler que c'est un espace pour renseigner les informations institutionnelles, les informations nominatives et puis les informations professionnelles. Ici, nous allons passer brièvement les étapes de soumission des dossiers. Donc, pour soumettre les dossiers, il faut se rendre sur le site officiel de la délégation qui est affiché. Ensuite, une fois sur le site, la page d'accueil, il faut cliquer en deux sur l'onglet contrôle et évaluation. Alors, une fois sur cette interface, vous allez voir au point 3 un message qui vous demanderait de vous inscrire ou bien de vous connecter. Donc, si c'est pour la première fois, il faut simplement s'inscrire. Une fois inscrit, vous allez recevoir un mail de confirmation contenant des informations à utiliser pour valider donc la création du compte. Ensuite, une fois que le compte est créé, vous y retournez pour renseigner les informations concernant l'identification de l'enseignant et les différents éléments de dossier d'évaluation à soumettre. Donc, sur cet intervalle, il s'agit de renseigner les informations personnelles qui incluent nom et prénom, date de naissance, lieu de naissance, etc. Donc, à la suite des informations personnelles, il sera aussi demandé de renseigner les informations professionnelles qui incluent le statut de l'enseignant, année de recrutement, numéro matricule, grade, domaine, spécialité. Et sur cette plateforme, vous avez la possibilité d'enregistrer votre progression sous forme de brouillon et revenir plus tard pour continuer. Alors, vous voyez qu'après avoir renseigné les éléments d'identification de l'enseignant, il faut passer à l'étape 2 pour renseigner les informations sur le dossier d'évaluation. Ensuite, aller sur l'espace de dépôt pour déposer les différents éléments du dossier. Ensuite, vous aurez un récapitulatif qui vous permet donc de terminer le processus. Alors, il y a également une interface qui est créée pour les modules d'évaluation. Donc, comme la présentation précédente l'avait annoncé, les modules d'évaluation comprennent 3 éléments. La première composante, c'est épreuve documentaire. Donc, sur cet espace, vous allez pouvoir accéder aux outils et documents nécessaires pour atteindre les objectifs de cette composante. Ensuite, il y a la composante évaluation en situation de classe où se trouvent les outils d'évaluation, les grilles de notation et enfin l'environnement d'apprentissage où on y trouvera le rapport sur l'état des infrastructures, équipements et autres ressources disponibles. Enfin, passons aux résultats d'évaluation. Alors ici, il s'agit de présenter l'accessibilité des résultats en fonction des différents utilisateurs. Donc, pour les enseignants, pour chaque enseignant, ils auront accès aux résultats personnels. Et pour les évaluateurs, ils vont accéder aux résultats des dossiers qu'ils ont eux-mêmes évalués. Pour le contrôleur,
il a accès à tous les résultats et pour les institutionnels, ils auront à accéder aux résultats agrégés, si possible anonymisés, et si demandent, ils peuvent également accéder aux résultats des enseignants de leurs établissements. Alors, pour terminer, la communicabilité des résultats. Ici, il faut rappeler que la communication des résultats d'évaluation est encadrée par des principes de confidentialité, de transparence et de respect des lois. Alors, pour la confidentialité, les résultats individuels sont strictement confidentiels et ne sont accessibles qu'à l'enseignant concerné et aux personnes autorisées dans le cadre du processus d'évaluation. Et pour la transparence institutionnelle, les établissements vont recevoir des rapports agrégés et anonymisés et au besoin, les résultats individuels concernant les enseignants de leur établissement. Pour les résultats agrégés, ils pourront être utilisés pour informer les politiques de développement professionnel et d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Alors, la communication des tendances. Ici, les analyses de tendances générales peuvent être communiquées à la communauté académique juste pour favoriser une culture d'amélioration continue et de partage de bonnes pratiques. Enfin, pour les restrictions légales, la communication des résultats est soumise aux lois sur la protection des données personnelles. Si vous avez plus tard besoin de contacter la délégation, vous pouvez écrire à dce.contact@presidence.bj. Je vous remercie. Nous allons remercier la déléguée Paul Fiamoué pour sa présentation. Nous allons arriver à l'étape des discussions et des échanges. Pour rappeler que l'évaluation est prévue en 3 étapes. La première étape, c'est l'examen des épreuves documentaires. Deuxième étape, c'est l'observation en situation de classe. Et il y a enfin les entretiens. Mais il faut retenir que les entretiens se déroulent tout au long de l'évaluation, ce qui permet d'avoir une interaction avec l'enseignant. Par la suite, les bases de cette évaluation ont été définies avec la mise en place de comités techniques d'évaluation avec des spécialistes matière et des sachants matière de pédagogie universitaire. Et l'une des étapes pour réaliser les épreuves documentaires, c'est le téléchargement par les futurs, donc, qui seront évalués d'un certain nombre de documents qui ont été définis par la déléguée Fiamoué. Par la suite, l'évaluation se fera selon les différentes étapes qui ont été définies en utilisant les outils préparés par la DCE et adoptés avec les parties prenantes des différentes universités publiques, ce qui permettra finalement d'avoir sur les bases donc de la digitalisation et du numérique des dossiers qui pourront être exploités en toute confidentialité. À présent, nous allons demander aux collègues qui se sont inscrits pouvoir nous relater leurs préoccupations. Donc, pour l'instant, nous avons 3 intervenants. Bien. Nous allons donner la parole au premier.
Oyene, Monsieur Oyene Kossi, vous avez la parole. Bonjour, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous pouvez parler un peu plus fort. OK, bonjour, mesdames, messieurs. Je vous remercie pour ces présentations qui sont très claires. Et j'en profite pour remercier les autorités pour ces démarches d'amélioration de la qualité des enseignements dans nos universités. Alors, j'ai deux préoccupations. La première, c'est de savoir, en fait, quelle sera la fréquence de ces évaluations-là pour chaque enseignant. Est-ce après chaque inscription sur la liste d'aptitude du CAMES qu'on sera évalué, ou il y a une fréquence annuelle, biannuelle ou quelque chose comme ça, en tout cas, une fréquence d'évaluation de chaque enseignant ou enseignement. Ensuite, je voudrais savoir, pour ce qui concerne ceux qui sont inscrits sur les listes du CAMES 2022-2023, une certaine partie, une partie de ces évaluations a été déjà faite. Je ne sais pas si on doit encore reprendre, puisqu'on parle de téléchargement des rapports sur la plateforme. Est-ce a dit qu'on va reprendre ces rapports-là et les mettre sur la plateforme, ou bien c'est le document qui est au niveau de la DCE qui sera immédiatement chargé sur la plateforme? Donc, c'est un peu confus pour moi à ce niveau, parce que moi, je n'ai plus la copie signée, etc. En tout cas, s'il faut reprendre ou qu'est-ce qu'il faut faire, je voudrais être éclairé à ce niveau. Je vous remercie. Bien, nous allons prendre un autre intervenant. Monsieur Bertin Dansou. Monsieur Bertin Dansou. Monsieur Bertin Dansou, vous nous entendez? Pour le moment, il n'y a pas de réaction. Nous allons prendre le suivant. Allô? Oui. Merci. Bonjour, Président. Merci, Monsieur Dansou. Je vous écoute. Nous vous Oui, écoutons. merci. Oui, bonjour, chers autorités. Et merci aux présentateurs pour la qualité des communications. Ma préoccupation, c'est au sujet de nous qui enseignons l'anglais technique et professionnel à l'UNA. Les apprenants que nous avons, l'anglais qu'on leur enseigne, le vocabulaire, c'est lié à l'agriculture, les sols, par exemple, les cultures, et ainsi de suite. Mais pour aller au CAMES, ils sont obligés de prendre les cours dans notre spécialité. Chez moi, par exemple, c'est la civilisation britannique. Donc, dans les cours que je fais, c'est à Calavi, et c'est sur les partis politiques, c'est sur la démocratie britannique, et c'est sur la gouvernance britannique. Mais est-ce que je serai évalué avec les cours de l'UAC, étant donné que mes apprenants de l'UNA, parce que je suis de l'UNA, et avec eux, même s'il y a un fond parfois où on parle de l'agriculture britannique, on parle du climat, même le cours de spécialité, le format n'est pas adapté aux apprenants de l'UNA. Est-ce que je serai évalué avec les apprenants de l'UNA, ou bien c'est avec ceux de Calavi? C'est la première préoccupation. Et le second point, c'est une contribution et puis une suggestion, et que l'évaluation, tôt ou tard, s'étende aussi à la valorisation des résultats de recherche. Merci beaucoup. Bien. Nous vous remercions. Nous prendrons le suivant. Monsieur Sylvain Penavon Chogou. Merci, cher professeur. Je tiens aussi à dire que les différentes présentations ont été faites avec précision. Et je crois qu'il y a une organisation sérieuse derrière tout ça. Je vous remercie pour tout le travail qui a été fait. J'ai deux préoccupations. Dans les différents
les différents dossiers à aborder au niveau de la plateforme, j'ai vu quelque part, il y a offre de formation. Or, les informations concernant l'offre de formation ne sont pas des informations individuelles concernant un enseignant. Un enseignant est chargé de réaliser une partie de l'offre de formation. Et donc, normalement, les offres de formation concernent les entités. Je ne sais pas pourquoi on lit ça à un enseignant. Je voudrais avoir plus de précision. Parce qu'un enseignant, on attribue à un enseignant un certain nombre de cours qu'il doit réaliser. Or, l'offre de formation ne s'arrête pas à ces cours. Donc, si on doit évaluer l'offre de formation, ce n'est pas au niveau de l'enseignant, mais c'est au niveau de l'entité. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation concerne les enseignants qui doivent aller au CAMES. Je suis tout à fait d'accord que pour le moment, vous voulez évaluer les enseignants qui sont promis au CAMES en 2021, 2022, 2023. Il s'est fait que le CAMES fait une pression aussi sur les enseignants qui doivent aller au CAMES pour être évalués. Et lorsque je regarde, j'examine le formulaire d'évaluation par les apprenants du CAMES, c'est totalement différent du formulaire d'évaluation de la DCE. Alors, pourquoi deux formulaires différents pour le même but? Deux formulaires différents pour le même but, c'est-à-dire l'évaluation par les apprenants. Et donc, l'enseignant, à mon avis, serait soumis à une pression qui me paraît inutile par rapport à l'évaluation par les apprenants. Et donc, ma proposition, il serait mieux que l'outil d'évaluation, tout au moins par les apprenants, soit l'outil du CAMES, qui est un outil qui est partagé par tous les universités, centres de recherche, membres du CAMES. Et donc, l'outil d'évaluation par les apprenants, je crois qu'on pouvait utiliser ça et adapter les autres comme vous l'avez fait pour les autres choses. Et là, ça permettrait aux enseignants de valoriser les résultats de l'évaluation que la DCE mène pour pouvoir aussi aller au CAMES. Sinon, nous devrons encore mettre une organisation parallèle en œuvre pour produire l'évaluation par les apprenants afin que les enseignants qui doivent aller au CAMES puissent aller au CAMES. Je n'ai pas compris pourquoi il y a ces trucs parallèles. Voilà mes deux préoccupations. Et merci pour le travail qui a été fait. Nous vous avons compris. Nous allons prendre le suivant, Monsieur Roland Ouessouba. Monsieur Roland Ouessouba. Monsieur Roland Ouessouba. Allô? Oui, nous vous entendons. Merci beaucoup, cher professeur, chers membres de la délégation. Je suis Roland Ouessouba et j'ai suivi avec beaucoup d'attention les présentations. J'ai pris bonne note. Ma préoccupation venait un peu à l'endroit du formulaire d'évaluation des enseignements par les apprenants. Nous, à notre niveau, par exemple, nous avons aussi des formulaires on s'est inspiré du modèle du CAMES et nous faisions ça en ligne sous format et à partir de Google Forms. J'aimerais savoir ce qu'on va fournir. Est-ce qu'on peut déjà prendre les versions PDF et demander la signature de notre, disons, du directeur adjoint qui s'occupe des affaires académiques? Est-ce que si on envoie ce formulaire, ça peut tenir route? Merci. Et je vous remercie pour tout. Nous pensons que tout ça, ça va dans le même but d'améliorer notre système d'éducation. Ça nous fait plaisir. Merci à vous. Nous allons prendre maintenant le dernier pour la première série de questions. Il s'agit de Mama Diaouga. Mama Diaouga, à l'issue donc de cette première série de questions, nous allons écouter les autres. Ok, bonjour, cher professeur. Bonjour. Bonjour, chers membres de la DCO. Merci, DCE. Merci pour les brillantes communications à notre endroit. J'ai trois préoccupations. La première, c'est que je viens de voir que ça fait le troisième webinaire. Bon, moi, je viens de suivre le premier webinaire. Est-ce que nous pouvons avoir déjà les documents des deux premiers webinaires?
Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux offres de formation, rapport de performance. Le collègue Penavor a déjà fait cas de ça. Est-ce que nous allons reprendre le rapport de performance? Voilà la deuxième question. Bon, la troisième question. Bon, j'aimerais, est-ce qu'il y a un calendrier de l'ensemble de toutes les activités pour le contrôle à toutes les étapes? Merci à vous. Merci pour le travail fait. Bien, je vous remercie. Nous allons d'abord passer la parole à Monsieur le DGACE pour quelques éléments de réponse. Je voudrais tranquilliser ceux qui ont envoyé les messages dans le chat que nous allons aussi traiter leurs questions. Monsieur le DGACE. Merci. Je vais commencer par la question relative à la fréquence de l'évaluation. Et conformément au test statutaire, chaque enseignant est évalué au moins une fois chaque 3 ans. Donc, la fréquence réglementaire de 3 ans, au moins. Est-ce qu'il faut attendre l'obtention d'un grade pour être évalué? De la précédente réponse, on peut retenir que la réponse est non. Mais la programmation de l'évaluation d'un enseignant peut coïncider avec son obtention ou l'obtention de grade supérieur au CAMES. Et on fera en ce moment-là d'une pierre deux coups. Oui, d'une pierre plusieurs coups, c'est ce qu'on est déjà en train de faire avec la cohorte de ceux qui sont reçus au CAMES, CCI 2022-2023. Nous avions lancé une partie des évaluations dans le cadre de leur reclassement et la DCE estime qu'il ne faut pas abandonner cette cohorte et commencer l'évaluation des enseignants avec d'autres enseignants, alors que cette cohorte était déjà soumise à la pression d'évaluation, tout au moins dans le cadre de leur reclassement. C'est pourquoi la première cohorte d'évaluation que nous allons lancer maintenant concerne les enseignants qui sont déjà dans le processus d'évaluation lié à leur reclassement. Il s'agit de la promotion 2022-2023. Mais nous sommes déjà fin novembre, donc presque à la fin de cette année 2024. En 2025, il y aura une combinaison donc, de cohortes. La partie de la cohorte 2022-2023 qu'on n'aura pas achevée, ça va se poursuivre en début d'année. Et la cohorte, une autre cohorte sera programmée. Il peut bien s'agir de la cohorte 2020, 2021, comme il peut s'agir de la cohorte 2024, combinée avec une autre vague. Donc, nous ne lions pas les évaluations à l'obtention de grade au CAMES, mais dans une démarche quand même logique, on voit que la tâche est à moitié abattue lorsque l'on s'occupe des enseignants dans le cadre de leur reclassement et ça permet de poursuivre avec ceux qui sont sous reclassement. Il peut donc arriver qu'au cours de l'année 2025, on décide donc d'évaluer un enseignant qui est peut-être à obtenir son dernier grade depuis 3 ans, depuis 4 ans. On ne regarde pas la date d'obtention du grade, c'est que les tests statutaires ont dit que tout enseignant doit être soumis à évaluation. Mais les programmations ne tomberont pas soudainement et tout sera planifié et discuté avec les universités, ce que nous sommes déjà en train de faire. Donc, rassurez-vous sur ce point. Anglais technique et professionnel dans une université, mais matière de spécialité propre dans une autre université, l'enseignant est évalué partout où on retrouve ses traces. Partout où il est impliqué dans les activités pédagogiques, il est évalué. Parce que l'objectif ici, c'est l'évaluation de la qualité donc des enseignements. Donc, que ce soit une matière jugée peut-être d'appoint dans une université et une matière
fondamentale ou relevant de sa spécialité dans une autre université, il peut, et nous avons donc les tableaux de tous les enseignants. Lorsqu'on intervient dans plusieurs universités, la DCE sait comment organiser les choses pour que l'enseignant en son temps sache dans quelle matière il sera évalué. Donc, il y a quand même un flux d'informations qui iront de la DCE vers donc, la communauté universitaire dans les semaines à venir. Oui, il faut étendre à la valorisation des recherches. Vous avez fait cette suggestion. Il y a un outil d'évaluation spécifique aux chercheurs et qui a tenu compte évidemment de l'aspect valorisation des recherches, mais pour les enseignants-chercheurs, si vous regardez bien le formulaire, vous allez y découvrir quel est le souci de l'État quant à la qualité des travaux de recherche des enseignants-chercheurs pour le moment. Évidemment, les contributions sont bien enregistrées et comme c'est pour la première fois que nous entreprenons un pareil processus, les contributions donc les plus enrichissantes seront elles-mêmes valorisées pour l'avenir. Les offres de formation, pourquoi en parle-t-on alors qu'il s'agit de l'évaluation des enseignants? La réponse est tout simple. Je l'avais souligné dans mon exposé. L'enseignant lui a confié des activités pédagogiques liées à des offres de formation. Mais parfois, les offres de formation peuvent être de mauvaise qualité et on ne saura pas, et si on ne jette pas un regard sur ça, on ne le saura pas, on va évaluer directement l'enseignant et ça peut être de tort fait à l'enseignant. Donc, déjà, si l'offre de formation a des problèmes, les experts vont le dire et ça permet à l'université de redresser le tir et de revoir le contenu des enseignements. Donc, c'est lié. C'est pourquoi on dit la commission va statuer sur les offres de formation et ce n'est pas l'enseignant de fournir en réalité. Et l'offre de formation, ce n'est pas à lui d'élaborer l'offre de formation. L'offre de formation existe. On lui a confié un enseignement. Donc, il produit l'offre de formation pour dire c'est dans le cadre de cette offre de formation qu'on m'a confié cet enseignement. La commission s'occupera de faire son travail. Donc, ce n'est pas une imputabilité de la qualité des offres de formation à l'enseignant, mais on lui demande ici de fournir l'offre de formation et sur la base de laquelle il fait et il administre ses enseignements. Et l'expérience a déjà démontré que parfois, le contenu des enseignements n'a rien à voir avec les offres de formation parce que l'enseignant n'a pas cherché à voir l'offre de formation qui comporte l'unité d'enseignement ou l'unité constitutive qu'on lui a confiée. Donc, la qualité de l'offre de formation imputable à l'université et à l'UFR, mais la concordance entre le contenu des enseignements et l'offre de formation, c'est une question qui engage l'enseignant. Et les enseignants ne sont-ils pas alors soumis à une double pression? Ceux qui doivent fournir des rapports pédagogiques, d'enquête de pédagogie par les apprenants, et dans le cadre de la DCE, et qui seront également amenés à en fournir au CAMES. Faisons d'abord un départ. Le départ, c'est que ce que fait la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, c'est ce que l'État béninois met en place dans sa politique interne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Maintenant, si des enseignants béninois vont compétir à l'échelle internationale, par exemple dans le cadre du CAMES, et que le CAMES leur demande de produire des dossiers, ils vont produire ces dossiers. Et en ce qui concerne l'enquête pédagogique réalisée auprès des apprenants, le formulaire du CAMES est là, mais quand on regarde, il y a quand même un tronc commun entre les deux formulaires. Ce que recherche l'État béninois en voulant évaluer les enseignants par les apprenants, c'est clair, c'est précis dans son formulaire. Ce que le CAMES recherche,
c'est clair, c'est précis dans son formulaire, mais quand on regarde bien, l'État béninois est allé au-delà de ce que le CAMES a prévu. Donc, il y a certains critères qui sont au niveau du formulaire et interne qui ne se retrouvent pas au niveau du formulaire CAMES, et ce n'est que bonne chose. Parce que en son temps, puisque la délégation a déjà fait une mission au CAMES et a discuté avec le CAMES de comment les choses seront organisées, les feedbacks seront faits à la communauté pour voir comment l'arrimage, comment la rationalisation va être faite. Mais pour le moment, et vous le savez, l'enquête pédagogique par les apprenants n'a pas été rendue obligatoire partout jusqu'à un passé récent. C'est quand les documents du CAMES pour les prochaines consultations sont apparus, qu'on a noté que l'enquête pédagogique par les apprenants est devenue incontournable dans le cadre du CAMES. Mais est-ce qu'au niveau de toutes les UFR, il y a déjà un dispositif technique mis en place pour effectuer cette enquête et en obtenir les résultats immédiatement? La réponse est non. Donc, aussi bien au niveau du CAMES qu'au niveau de la DCE, c'est un processus nouveau dans lequel aussi bien les enseignants que les parties institutionnelles seront appliquées pour trouver les meilleures réponses. Donc, votre préoccupation est tout à fait légitime et une réponse claire sera donnée. Ce qui est sûr, on évitera autant que faire se peut les redondances néfastes. Les autres webinaires sont sur le site de la DCE. Donc, si vous allez sur le site de la DCE, vous pouvez avoir accès aux autres webinaires. Le calendrier général des programmations, il n'existe pas un calendrier général des programmations. Les programmations seront faites par université, par UFR, en lien avec les CEPUAC et les autorités académiques. Et ceux qui sont concernés seront informés par leurs UFR de rattachement. Voilà quelques essais de réponses face aux questions qui sont posées. Il peut y avoir d'autres compléments. Je laisse donc le modérateur général le soin de voir les compléments nécessaires à ce que j'ai apporté. Merci beaucoup, M. Goubeti. Je vais donc donner la parole au DGCE, M. Sorpenou. Bien, merci, professeur Perrin. Merci au DGACE pour les clarifications apportées. Je voulais juste insister sur 2 points. En ce qui concerne la valorisation des résultats de recherche, ne perdons pas de vue que le gouvernement béninois est en train de rénover le cadre de la recherche scientifique et de l'innovation et que de nouveaux organes sont en train d'être mis en place. Au nombre de ces organes, il y en aura forcément un qui aura dans son portefeuille la valorisation des produits de recherche. Donc, toutes les structures de l'État vont y contribuer. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est une question concernant le rapport de performance. Certains l'ont déjà eu et l'ont déjà produit dans le cadre de leur évaluation après leur inscription au CAMES. Il ne s'agit pas de reprendre ce rapport-là. Il s'agit simplement de le produire à la DCE. Je rappelle que la DCE n'a pas reçu ces rapports de performance pour ceux qui ont fait l'objet de l'enquête spéciale de moralité. Il suffira simplement de nous fournir le rapport de performance qui est préexistant. Voilà, monsieur le modérateur, quelques points sur lesquels je voulais insister. Merci, monsieur le délégué général au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Nous avons reçu un grand nombre de questions sur le chat et donc nous allons y passer avant de revenir. Bien. Alors, en nous passant des formulaires, des formules de politesse, M. Cedro Gilles Ahmed Nago demande pour les sécu prévus, plusieurs d'entre nous ont déjà fait ces enseignements pour cette année.
Que faire? Ensuite, M. Roch Aipon demande s'il est possible de partager les différentes présentations. Cela a été déjà dit, il suffit d'aller sur le site de la DCE pour avoir tous ces éléments. Monsieur Gérard Gouakenou a posé pratiquement la même question. Certains cours se sont déjà déroulés. Faut-il les reprogrammer? Comme vous savez, il n'en est pas question. Monsieur Albert pose une question, demande quelle est la durée de l'observation en situation de classe. 1, 2 heures, toute la séance, sachant qu'un cours peut durer 4 heures avec des pauses. Monsieur Epiphane Sodjenou pose le même problème des cours qui ont déjà été faits. Gilles Ondé-Tonga demande qui se chargera d'organiser l'enquête pédagogique par les apprenants. Madame Angèle Kouanou souhaiterait avoir un document qui pourra guider dans le processus de la première étape à la dernière étape. Monsieur Assoba Gabin Assanou. Est-ce que cela veut dire que nous pourrions évoluer dans les grades, dans le corps des enseignants, chercheurs au Bénin, sans la participation aux différentes listes du CAMES? Monsieur Justin Dansou voudrait savoir si les différents canevas harmonisés des documents d'évaluation que nous venons d'avoir au niveau de nos UFR et dont vous venez d'évoquer et que vous venez d'évoquer sont à utiliser pour l'évaluation qui commence déjà pour décembre prochain. Ensuite, à quel moment les enseignants à évaluer sont appelés à télécharger les documents sur la plateforme d'évaluation? Question suivante. Au niveau de l'examen documentaire, il sera demandé les productions scientifiques et les épreuves. Pouvez-vous nous rappeler les années de ces différents documents à fournir par l'enseignant? Paul Albert revient et il demande, dans les éléments, il vient de créer son compte en ligne sur l'espace de dépôt. Dans les éléments à fournir en ligne dans l'espace de dépôt, il y a aussi le chargement du rapport d'enquête de pédagogie. Revient-il à l'enseignant de charger ce fichier ou bien à l'entité de le faire? Bernard Fagnan. Est-ce que l'enseignant à évaluer peut avoir la chance d'apprendre au contraire des experts, surtout en situation de, aux côtés des experts, surtout en situation de classe? Nous avons fait le tour des questions qui ont été postées. Nous allons donc prendre la parole au DGACE pour des éléments de réponse. Merci. Pour les éléments constitutifs d'enseignement qui sont déjà administrés, faut-il les reprogrammer? La réponse est non. Si l'enseignant a encore des cours à administrer pour le second semestre, l'unité de formation donnera donc l'information à la DCE parce que nous sommes
désormais en contact avec les UFR pour les programmations des enseignements. Quelle est la durée de l'observation en situation de classe? Et c'est vrai que ça peut durer quelques minutes, comme ça peut durer tout le processus d'administration du cours, mais ce n'est pas en réalité de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas pour le binôme observateur de suivre forcément de bout en bout. C'est qu'il y a un outil que l'expert est en train d'administrer quand il observe l'enseignant faire son cours. Donc, il peut rechercher les informations le plus, comme on le dit, le plus durablement possible pendant qu'il est en train de faire l'observation pour pouvoir noter l'enseignant sur les points d'attention. Cependant, dans les documents qui seront communiqués officiellement, chacun sera situé sur la durée approximative de l'observation en situation de classe. Mais qui fera l'enquête pédagogique par les apprenants? L'enquête pédagogique par les apprenants est du ressort des unités de formation et de recherche. Et donc, le rapport doit être rendu disponible et l'enseignant devra charger le rapport sur la plateforme. Cependant, concernant précisément ce point, et comme je le disais dans ma précédente intervention, nous avons conscience que la question d'enquête pédagogique par les apprenants, si elle avait déjà trouvé droit de citer dans certaines UFR qui l'ont expérimenté, pour d'autres UFR, c'est une découverte. Donc, dans la cohorte qui démarre en décembre, il n'y a pas à attendre des enseignants qu'ils postent sur la plateforme le rapport d'enquête pédagogique par les apprenants. Mais depuis que l'outil est mis sur le site de la DCE a recommandé aux universités de l'utiliser pour que ces rapports puissent être disponibles. Mais nous savons que en l'état actuel des choses, ce n'est pas possible de l'avoir de tous les enseignants soumis à l'évaluation. Si certains peuvent avoir la chance donc de l'obtenir au niveau de leur entité, pour d'autres, c'est encore un casse-tête. On est en train de rechercher les voies et moyens par lesquels l'implémenter effectivement. Donc, cette nuance est établie. Je voudrais également dire que un guide du processus, oui, il y aura un guide du processus. Il y aura également la liste de tous les documents que les enseignants auront à charger sur la plateforme, c'est-à-dire les documents applicables en l'état actuel des choses, et que les canevas harmonisés qui ont été élaborés et validés avec les CPUAC la semaine dernière et qui est déjà, nous avons autorisé que cela soit communiqué au niveau des UFR, ces canevas aussi puissent aider les enseignants à présenter leur support de cours. C'est des canevas. Donc, la notation même, ce n'est pas sur le canevas, c'est sur le contenu. Seulement, lorsque des canevas existent et sont portés par des actes réglementaires au niveau des universités, les enseignants sont tenus de les utiliser pour faciliter, ne serait-ce que la présentation des épreuves documentaires. Donc, les enseignants peuvent utiliser les canevas harmonisés pour présenter leur support pédagogique. S'impose-t-il déjà pour décembre? La question, elle est belle parce que ces canevas viennent d'être adoptés. Ceux qui peuvent encore les remplir rapidement avant de déposer leurs dossiers sur la plateforme le feront. Mais ceux qui ont les supports, par exemple, de l'année dernière, lorsqu'il n'y a pas de support de cette année, ils ont les supports de l'année dernière produits, est-ce qu'on leur exigera de présenter les supports sous ce canevas? La réponse est non, parce que les canevas viennent d'être adoptés et donc ils vont faire leur bonhomme de chemin. C'est pour dire que sur ces points, il n'y a pas encore la rigidité.
c'est une démarche flexible à ce niveau. Canevas harmonisé parce que certaines universités ont des canevas, d'autres n'en ont pas, d'autres ont les mêmes canevas, mais dont les contenus ne sont pas les mêmes. La rencontre qu'on a eue la semaine dernière avec les CPA des 4 universités et les autorités académiques donc de ces 4 universités nous ont permis de regarder dans la même direction tout en tenant compte des spécificités des domaines. À quel moment télécharger les documents sur la plateforme? Un courrier officiel parviendra aux universités dans les prochaines heures pour déjà fixer la date et à partir de laquelle les dossiers peuvent être téléchargés, c'est-à-dire déposés sur la plateforme de données et également la date de clôture pour certaines programmations. Les documents fournis par l'enseignant, comme je l'ai dit, il y aura un listing de ces documents, donc pas d'inquiétude à ce niveau. L'information parviendra au plus vite aux enseignants à travers les autorités académiques. Le rapport d'enquête de pédagogie, cette question est revenue plusieurs fois. J'insiste simplement pour dire que ce rapport d'enquête de pédagogie n'est pas applicable pour ce que nous voulons faire en décembre. Mais lorsque le rapport d'enquête de pédagogie sera une réalité au niveau de toutes les UFR, et ça ne peut plus tarder parce que les dispositions sont prises, on vous le dira, et ce qui est applicable sera clair, ce qui n'est pas applicable sera également clair. Oui, est-ce que l'enseignant peut tirer de son évaluation quelques opportunités pour son enrichissement, et plus précisément en ce qui concerne l'observation en situation de classe? Et la réponse se trouve dans la question, c'est oui, parce que l'évaluation ici, ce n'est pas un contrôle, c'est une évaluation. On peut même dire que cette évaluation a un dosage de 85% d'évaluation diagnostique. Et donc, l'enseignant peut profiter donc des échanges avec la commission, sa commission technique d'évaluation, il peut profiter des échanges donc avec les experts pour s'enrichir, surtout au niveau des discussions sur ces travaux de recherche. Il peut également s'enrichir parce que ce n'est pas que les travaux publiés. S'il annonce qu'il a des travaux en cours, il peut également bénéficier d'un appui à ce niveau. Et en situation de classe, en réalité, le piège de la question, c'est de dire, est-ce que les experts vont montrer à l'enseignant comment il va enseigner? La réponse est non. Les experts ne vont pas montrer à l'enseignant comment il va enseigner. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'observer son art d'enseigner et d'en faire une discussion avec lui après. Donc, il ne s'agit pas, pour des experts, des évaluateurs, en apparaissant dans la salle, montrer, non, ce que vous êtes en train de dire, c'est faux, c'est pas vrai ça. Ce n'est pas ça l'esprit de l'évaluation. L'esprit de l'évaluation, c'est d'observer sur la base du formulaire que chacun connaît déjà. Donc, chacun sait déjà ce qu'on vient observer lorsqu'on lui rend visite en situation de classe. Ce qu'on veut noter, chacun le sait. Et c'est ça que l'évaluateur va faire seulement se retirer. Les autres échanges, c'est entre collègues, entre pairs, comme on le dit, pour aller plus loin et dans les approches innovantes qui ont cours ailleurs et que peut-être nous n'utilisons pas encore à certains niveaux ou bien au niveau de certaines UFR. C'est donc une opportunité d'enrichissement à partir des débats, mais ce n'est pas une démonstration en amphi que non, mais ce que vous enseignez là, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça du tout. Voilà, monsieur le modérateur, ce que j'ai pu dire des questions que nous avons eues dans le chat. Merci beaucoup, monsieur le DGCE. Le DGCE va reprendre la parole pour des compléments. Je voudrais préciser à l'attention des participants que nous allons accorder pour une dernière fois la parole à un certain nombre de panélistes. Ils sont 7. Quant à ceux qui ont communiqué sur le chat, ils pourront avoir la réponse par le chat parce que nous avons quand même l'obligation de limiter le temps
de ce webinaire. Merci beaucoup, monsieur le DGCE. Vous avez la parole. Bien, merci, professeur Perrin. Je vais peut-être revenir là-dessus à la fin, mais il faut que les choses soient claires. Il faut rendre au CAMES ce qui est au CAMES et au gouvernement béninois ce qui est au gouvernement béninois. Aucun enseignant béninois ne peut être promu sur une liste d'aptitudes du CAMES sans remplir les conditions fixées par le CAMES. Le Bénin demeure membre du CAMES. Mais en plus des exigences du CAMES, le gouvernement béninois a des exigences spécifiques. Deuxièmement, sur la durée de l'observation, n'oubliez pas que la commission technique d'évaluation aura reçu avant vos supports de cours et donc, en fonction des informations qu'elle recherche, elle déterminera quelles sont les séquences de votre cours qu'elle a besoin de suivre et sur quelle durée pour pouvoir remplir la grille. Sur l'année des documents à fournir, il a été dit que pour les productions scientifiques, les résultats de recherche, c'est sur les 2 dernières années. En revanche, pour les supports de cours, c'est pour l'année dans laquelle nous nous trouvons et à défaut, on va recourir aux documents de l'année écoulée. Voilà les quelques compléments que je pourrais apporter. Merci, professeur. Bien, merci beaucoup. Donc, nous allons retourner aux intervenants et nous passons la parole à Kofi Adrien Dossou-Yovo. Écoutez. Monsieur Kofi Adrien Dossou-Yovo, vous n'avez... Oui, je suis là. Ok, d'accord, nous vous écoutons. D'accord, merci beaucoup. Je m'associe aux intervenants qui m'ont précédé pour vous féliciter de la concision et la précision des informations que vous avez données. J'avais une préoccupation qui est celle-ci. L'enseignant sera évalué dans une... Super, confirmez si vous me recevez. On vous reçoit 5 sur 5. Mais là, c'est moins bon. Reprenez. Allô? Ok, merci, professeur. Merci, professeur. Merci, professeur. Alors, je disais que l'enseignant sera évalué dans une matière et en situation de classe, bien entendu. Mais je voudrais confirmer si l'évaluation va porter sur l'ensemble des unités constitutives d'enseignement, l'ensemble des matières qu'il dispense dans son unité de formation et de recherche. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Maintenant, nous allons passer la parole à... D'accord. C'est la seule question. Éric Virgile Azando. Monsieur Azando, s'il vous plaît. Monsieur... Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, merci beaucoup. Et je remercie la DCE pour l'initiative. Je remercie également pour la qualité des présentations et les réponses aux questions de mes prédécesseurs. J'ai une préoccupation et à l'issue de l'évaluation, quelle sera la suite? Est-ce qu'il y aura une rémédiation pour indiquer les aspects où il y a des insuffisances qui sont relevées pour dire quel type d'amélioration il y a apporté? Est-ce qu'il y aura là où il n'y a pas de reproche à faire, à demander à l'enseignant de maintenir le cap? C'est ce que je voudrais savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous prenons le suivant. C'est monsieur Kofi Benoît Sossou. Monsieur Sossou. Bien, monsieur Kofi Benoît Sossou ne réagit pas. Nous allons passer
à l'intervenant suivant, Daniel Sabitakou. Daniel Sabitakou. Nous avons un problème technique. Apparemment, il y a un problème technique puisque plus personne n'arrive à nous parler. Donc, nous allons essayer avec M. Achissou Séraphin Zanclan. Achissou Séraphin Zanclan. Bien. Monsieur Sossou. Kofi Benoît Oui, Sossou. bonjour. Oui. Oui, bonjour, monsieur l'autorité. J'ai suivi avec attention ce que vous avez présenté. Je suis content. Je suis content de la différence que vous avez menée entre le CAMES et le Bénin. On a effectivement intérêt à nous évaluer au Bénin avant de nous évaluer encore au CAMES. Moi, je voudrais, vous m'écoutez? Oui, nous vous entendons. Là, oui, moi, ma préoccupation, c'est de voir, nous avons 85% au moins des enseignants qui sont des vacataires. Comment on va les évaluer? Est-ce qu'on ne va pas les évaluer ou bien on va les mettre de côté? Vous avez fini? Oui, ma préoccupation, c'est par rapport aux vacataires. Il faut qu'on les évalue aussi. Merci. C'est ma proposition. Nous allons maintenant donc, directeur de CEFOP. Sur M. Daniel Sabitakou. Vous ouvrez votre micro. Monsieur Sabitakou, vous ouvrez votre micro. Ils sont déconnectés. Maintenant, nous allons passer à Monsieur Achissou Séraphin Zanclan. Oui. Monsieur Zanclan, nous vous écoutons. Oui, vous m'entendez? Parfaitement. D'accord. Donc, je vous remercie, comme les collègues précédents, pour la clarté de tout le document, ou bien de toutes les communications que vous avez présentées. Tout est clair, je vous remercie beaucoup. Si la DCE n'existait pas, c'est le moment de la créer vraiment. Maintenant, j'ai quelques préoccupations. Il y a des collègues, par exemple, qui sont dans le système depuis... Vous avez introduit seulement en 2022 et vous dites que vous allez passer ensuite jusqu'en 2020 et avant. Il y a des collègues qui sont toujours actifs et qui sont là. Comment on va faire? Bon, il y a aussi une autre préoccupation, aussi bien sur les formulaires du CAMES que sur les formulaires de la DCE que j'ai eu à lire. Il y a des points, des crédits qui sont accordés à des rubriques là qui me paraissent un peu bizarres. Bon, vous allez nous donner des explications. Par exemple, on demande service rendu à la communauté, aussi bien au niveau du CAMES qu'au niveau des formulaires de la DCE. Je ne sais pas très exactement ce que ça voulait dire. Il y a des gens qui ne peuvent pas être responsables de quoi que ce soit. On va les noter à ce niveau-là. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup, Monsieur Zanclan. Nous allons écouter Monsieur Monchop Bruno. Oui, Monsieur Monchop Bruno. Vous m'entendez? Parfaitement. Oui, vous m'entendez? Oui. Je disais que je m'associe à tous les collègues pour vous féliciter par rapport à la présentation. Merci beaucoup et ça fait plaisir. J'ai
trois préoccupations. Les offres de formation, vous avez dit que l'enseignant doit l'avoir. Et vous savez, il y a le travail préliminaire qui est fait avec les enseignants et c'est envoyé au CEPIAC. Et souvent, le CEPIAC ne valide pas encore l'offre de formation, mais ça commence par être déroulé. Et du coup, l'enseignant n'a pas ce retour du document validé, alors qu'on dit qu'il doit l'avoir et fournir. Je pense que vous devriez, avec les différents CEPIAC, voir ce qui peut être fait pour faciliter ce travail au niveau de l'enseignant. Deuxième élément, le choix de l'évaluation de l'enseignement, de la matière à évaluer. Hein, et ça devait être en lien avec la spécialité de l'enseignant, parce qu'il y a certains enseignants qui dispensent des matières qui forcément ne sont pas de leur spécialité, parce que vous savez le problème d'enseignants, la pénurie. Donc, il y a des enseignements qui sont évalués, qui sont enseignés, non pas qui ne relèvent pas de la spécialité de l'enseignant. La troisième chose, pour aller au CAMES, par exemple, il y a un dispositif qui est mis en place pour former les enseignants sur les outils, les guides, par exemple, pour le CAMES. Et là, ça permet à tout un chacun de nous de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, la DCE, je ne sais pas si vous n'avez pas pensé à ça, s'il ne faut pas former aussi les enseignants sur les différents guides, les outils, avant de nous évaluer. Je ne sais pas si vous avez prévu ça. Si c'est prévu, ça va être très bien pour que nous approprions et que nous travaillions correctement pour, comme l'objectif, l'évaluation et la qualité de l'enseignement et à terme participer et contribuer réellement au développement. Merci beaucoup pour tout ce qui est fait. Bien, merci beaucoup. Je voudrais préciser aux différents participants à ce webinaire qu'en principe, nous avons atteint la limite du temps imparti. Toutefois, ainsi, je ne voudrais pas que certains pensent pouvoir encore s'inscrire. Je leur recommande plutôt de formuler leurs questions sur le chat pour avoir une réponse. Nous allons passer la parole à présent à Madame Joëlle Toffa. Madame Toffa. Oui, Toffa. Ah bon. Ouvrez votre micro. Bien. Nous allons donc écouter M. Hippolyte Rounon. M. Hippolyte Rounon, vous avez la parole. Votre micro est fermé. Sire Gervais et Témin. Sire Gervais et Témin, vous avez la parole. Oui, bonjour. Oui, vous me recevez? Nous écoutons parfaitement. Ok, merci beaucoup. Je voudrais présenter toutes mes excuses parce que, faute de connexion et de difficultés technologiques, je n'ai pas pu suivre vraiment les communications. Mais je voudrais faire deux, trois observations d'ordre général. La première préoccupation, c'est par rapport à la communication de la DCE. Je crois qu'il n'est pas approprié de cibler un certain nombre de groupes en termes de communication, par exemple en disant 2021, 2022, 2023, qui frisent d'une discrimination au niveau des enseignants. Je crois qu'il est judicieux de citer la liste des collègues qui sont astreints à des évaluations. C'est mieux. Ceux qui sont ciblés se sentent, c'est comme si ils sont ciblés pour d'autres raisons en fonction de ça. Donc, je pense qu'il est important d'éviter ce genre de communication, ce format de communication.
Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'approche de vulgarisation des activités de DCE. Je crois que c'est bon, cet exercice aujourd'hui, c'est bon, c'est de façon globale, c'est bon, mais je pense qu'il est judicieux qu'on puisse ramener ça à une échelle un peu micro, c'est-à-dire qu'au niveau des entités, pour ce genre d'exercice, pour que, avec un effectif plus restreint, que les collègues puissent approprier correctement la philosophie des DCE en termes d'approche d'évaluation des collègues. Et troisième chose, je pense que je suis un peu peiné quand on parle d'évaluation. Et moi, je dis, c'est sur quelle est la matière à évaluer. D'autant plus que pendant longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années, il n'y a pas un renforcement des capacités des enseignants pour qu'on puisse dire, voilà, on les a accompagnés, on les a formés, et voilà sur cette base qu'on peut vraiment les évaluer. Voilà mes observations, mes trois observations. C'est de façon globale, ce n'est pas de façon technique par rapport à un outil que j'ai fait mes observations. Je vous remercie. Merci. Nous tiendrons compte de ces observations. Nous passons la parole à Madame Joëlle Toffa. Madame Joëlle Toffa, vous avez la parole. Bon, elle ne réagit pas. On a fini. Bien, nous allons nous arrêter à présent. Je prierai ceux qu'on n'a pas pu joindre de reprendre leurs questions sur le chat et je vais à nouveau passer la parole au DGACE pour quelques points de clarification. Okay. Alors, la question donc, qui suit, c'est est-ce l'ensemble des cours dispensés par l'enseignant qui sont soumis à évaluation? La réponse est pour l'évaluation des épreuves documentaires, c'est l'ensemble de ces enseignements. Mais pour l'observation en situation de classe, c'est l'un de ces cours. C'est la précision. C'est l'un de ces cours. Donc, c'est une séance de cours qui est évaluée. Tandis que pour les épreuves documentaires, c'est l'ensemble des enseignements qu'ils dispensent. Est-ce qu'on a prévu des rémédiations ou bien quelle est la suite? Oui, très bonne question. Quand on fait cette évaluation, puisque ce n'est pas un contrôle, c'est une évaluation, donc on a les résultats de l'évaluation et ça permet d'avoir l'état et diagnostic donc, du sous-secteur en ce qui concerne la qualité des enseignements, en ce qui concerne l'art pédagogique des enseignants, et tout cela doit conduire à mettre en place des programmes appropriés en réponse donc aux points critiques qui seront donc mis en lumière par le rapport d'évaluation. Les vacataires, oui, les vacataires seront évalués parce que l'évaluation, son objectif, c'est la qualité des enseignements. Donc, on ne peut pas dire que c'est les enseignants titulaires qui vont être évalués, que les vacataires ne seront pas évalués. Tous les intervenants dans l'enseignement seront soumis à évaluation. Et il ne s'agit pas que des cohortes sortant des CCI du CAMES, je l'avais bien précisé. C'est simplement parce que, pour une première fois, en application des tests en vigueur, après l'obtention d'un grade au CAMES et avant d'être reclassé, on doit subir un processus d'évaluation. Ce processus d'évaluation n'est pas le processus intégral, c'est juste un processus modulaire et une enquête de moralité. On doit également voir le rapport de performance, on doit voir le rapport d'enquête pédagogique par les apprenants. Mais si nous avons soumis des enseignants à ce processus en vue de leur reclassement, pourquoi ne pas poursuivre avec ceux-là en même temps pour les autres pans de l'évaluation statutaire?
Donc, on ne s'arrête pas à 2020, comme l'a demandé l'intervenant. Et ceux qui étaient là, c'est tous les enseignants du supérieur qui sont soumis à l'obligation d'être évalués une fois au moins chaque 3 ans. Donc, ce n'est pas, on n'a pas stigmatisé une promotion d'enseignants, mais toute la communauté universitaire sait que la promotion 2022, la promotion 2022-2023 qui ont obtenu leur grade au CAMES sont tombés dans l'empire des nouveaux tests qui exigent qu'avant d'être reclassés, qu'ils puissent être soumis à telle contrainte. Et donc, dire que c'est avec eux qu'on continue ne les stigmatise pas. Au contraire, ces enseignants sont déjà rodés dans le processus. Ils ont déjà subi les contraintes liées, inhérentes à toute annonce d'évaluation et le processus continue. La belle preuve, ils sont même les plus intéressés parce que se préoccupant de comment ils vont subir les étapes suivantes. Mais l'affaire de reclassement est terminée pour la plupart et ils ont déjà leurs résultats, mais ils enchaînent en même temps avec les autres modules de l'évaluation des enseignants. Donc, ce n'est pas qu'on a stigmatisé cette promotion, je pense qu'on peut même dire que c'est à leur demande. Parce qu'ils disent, mais si on doit encore enseigner, certains disent, mais si on doit encore nous évaluer pour d'autres modules, pourquoi ne pas enchaîner en même temps? Service à la communauté et à la société, cela existait, ce n'est pas une nouveauté. Même au niveau du CAMES, ce n'est pas une nouveauté. Et service à la communauté parce que l'engagement que l'on vise à évaluer, que ce soit du côté du CAMES que du côté de l'État béninois, est généralement de 4 essors. Premièrement, c'est l'engagement pédagogique de l'enseignant. Deuxièmement, l'engagement scientifique de l'enseignant. Troisièmement, l'engagement au service de la communauté. Par exemple, l'enseignant qui ne participe jamais à une réunion convoquée par les autorités de son entité. Il ne participe pas à la réflexion sur le développement de l'institution universitaire. Il ne participe pas aux réunions pédagogiques. Il ne participe pas aux réunions liées au devenir des entités. Quand on l'associe à des travaux au niveau de l'entité, il n'est jamais disponible. Ça veut dire qu'à ce niveau, on aura noté une fragilité de son engagement au service de la communauté. La communauté, c'est déjà au niveau de l'UFR et puis au niveau de l'université. Donc, il s'agit de la communauté universitaire. Et des enseignants ne sont jamais disponibles pour participer à des jurys. Ça fait que d'autres sont obligés de prendre peut-être 30, 40 jurys. Alors que si tout le monde s'était engagé à servir la communauté, on n'assisterait pas à ce déséquilibre. Ça, c'est déjà signalé par le CAMES qui a mis un curseur sur les services à la communauté. Mais il y a également ce qu'on appelle services à la société, parce que l'université n'évolue pas en base close. L'université ne peut pas évoluer en marge de la société, parce que la société est supposée consommatrice des produits de l'université. Donc, les services à la société, c'est ce que chaque enseignant fait en tant qu'enseignant, mais dont les résultats impactent directement la société nationale et internationale, parce qu'à ce niveau, c'est 2 sous-rubriques, la société nationale et internationale. Et cela se note notamment à travers le mouvement associatif. Donc, l'engagement dans le mouvement associatif pour rendre service à la société. Ce que l'on appelle, par exemple, dans le domaine des sciences médicales, les cliniques gratuites, ce qu'on appelle dans le domaine du droit, les cliniques juridiques, les audiences foraines, pour aller sur le terrain et dire, mais voilà ce que nous pouvons, voilà ce que nous faisons, voici comment vous pouvez comprendre. Dans le domaine des sciences, par exemple, on peut parler des risques que l'on encourt dans tel domaine, dans la manipulation de telle
ou tel outil usuel. Donc, service à la société. Et cela doit être documenté et doit être traçable. On peut vérifier sur le terrain, constater que cela a été fait. Voilà un peu le contenu de service à la communauté, de service à la société. Désormais, ce que chaque enseignant apporte à son UFR en termes d'engagement au service donc, de l'entité de l'université, cela est pris en compte pour son obtention de grade au niveau du CAMES. Et pour l'État béninois, cela rentre en ligne de compte de sa performance parce que chaque enseignant a un contrat avec son entité d'emploi. Effectivement, avec les CEPIAC, nous sommes déjà en discussion et tout ce que nous avons à faire avec les CEPIAC, rassurez-vous, ce sera fait et vous constaterez les résultats dans les correspondances ou les directives qui seront envoyées sur le terrain. C'est vrai qu'un enseignant ne dispense pas que des cours de sa spécialité. Il est déjà arrivé que l'on dispense des cours de spécialité voisine, que l'on enseigne des matières qui ne sont pas des matières de sa spécialité. Si l'objectif de l'enseignement est d'évaluer la qualité, si l'objectif de l'évaluation est d'évaluer la qualité des enseignements, même les cours qui ne sont pas des cours de spécialité ne sont pas sacrifiés ou ne doivent pas être sacrifiés. Donc, est-ce que l'enseignant qui fait ce cours-là, l'enseignant à qui on a attribué ce cours, dispose des ressources nécessaires pour faire passer le message qu'il faut? Ça, c'est une question qui est liée à la qualité des enseignements. Peut-être que le rapport peut révéler que celui qui enseigne cette matière n'est pas du domaine, n'est pas de la spécialité et que sur certains fondamentaux attendus de l'enseignement de l'administration de ce cours qu'il a fait service minimum. Dans le cadre du CAMES, c'est vrai, il y a des renforcements de capacité des candidats, il y a des séances d'impréation et autres. Je pense que c'est ça que la DCE est déjà en train de faire en organisant ces webinaires, mais aussi en faisant des missions itinérantes. Nous avons déjà fait une mission itinérante à l'Université nationale d'agriculture. Nous avons déjà fait une mission à l'UNSTIM d'Abomey. On a expliqué, on est allé à l'OCOSA également et on a expliqué comment les choses vont se passer. Et nous allons poursuivre cette mission itinérante au niveau des autres universités dans les prochains jours ou dans les prochains instants. On devra également renforcer cela par effectivement des séances à administrer au niveau des UFR même. Mais c'est une question de programmation et je pense que l'année 2025 nous permettra d'atteindre tous ces objectifs. Pour le moment, tout ce que nous donnons dans ces webinaires, dans les communications de proximité au niveau des UFR, devront permettre donc aux collègues d'apprêter leur dossier. Voilà ce qui est donc des essais donc de réponses que nous pouvons apporter à cette dernière question. Laisse encore le soin au modérateur général de voir s'il n'y a pas de complément à faire au dossier. Bien, je remercie le DG ACE. Je voudrais remercier tous les participants à ce webinaire parce que nous sommes pratiquement au terme de notre séance. Remercier ceux qui se sont inscrits, qui ont participé, autant que ceux qui ont pu intervenir. Je voudrais donner l'assurance à ceux qui se sont exprimés à travers le chat qu'ils auront les suites à leur message. Pour l'heure, je voudrais donc passer la parole au DGCE pour les compléments et aussi pour faire la conclusion de ce webinaire. Bien, merci, professeur Perrin. En termes de complément, je voulais me permettre d'insister lourdement sur les questions relatives à la mise en œuvre dans les UPB d'offres de formation non validées. Si nous sommes dans une démarche de qualité, cela ne doit pas continuer. Je ne dis pas que cela ne doit pas exister parce que je sais que ça existe.
Et je voudrais aussi insister sur le fait que dans la nouvelle procédure qui est définie, la validation ne s'arrête pas au niveau des CEPUAC. Elle va jusqu'au niveau national, au niveau du CNE, du Conseil consultatif. Donc, il faut que nous puissions aller dans cette direction-là. L'évaluation des offres de formation permettra de relever ces dysfonctionnements-là. S'agissant de l'évaluation des cours qui ne relèvent pas de la spécialité des enseignants, je complète la réponse donnée par le DGACE en disant que, précisément parce que nous visons la qualité, il faut que lorsque la situation ne permet pas d'avoir en interne un vrai spécialiste, l'entité doit aller chercher là où se trouve le vrai spécialiste. Et dans ce cadre-là, il y a le FNAES, dont la première campagne d'inscription est achevée. Donc, il y a là un certain nombre de ressources que les entités peuvent aller chercher. Par-delà, il y a la base de données que s'est constituée la DCE. Et donc, en cas de besoin, il s'agit simplement de solliciter un appui externe. Quelqu'un a dit très vite qu'il est bien que les enseignants soient évalués au Bénin avant de l'être au CAMES. Je voudrais nuancer un peu le propos pour dire que ça ne sera pas systématiquement évalué avant le CAMES. Tout dépendra de la situation. L'enquête spéciale de moralité qui concerne ceux qui ont été reclassés au CAMES, cette enquête-là n'intervient qu'après leur évaluation au CAMES. En revanche, dans le mécanisme interne de renforcement et de reclassement, il y a des éléments qui devraient être préexistants. Par exemple, l'évaluation par les apprenants en situation de classe, le rapport de performance, etc. Cela étant dit, je voulais donc, en termes de conclusion, apporter un certain nombre de clarifications ou rappeler un certain nombre de points. Et vous voyez apparaître à l'écran, sans que je parcours toute la liste, les éléments sur lesquels je vais intervenir. Alors, sur le contrôle et l'évaluation, ce sont deux pans de la mission de la DCE. Et sur ceux qui se demanderaient encore pourquoi il a fallu instaurer cette mission de contrôle et d'évaluation, je pense qu'il ne faut pas, il faut ne pas vivre dans ou travailler dans les universités publiques du Bénin pour ne pas savoir qu'il y a des déviances. Et j'insiste sur le fait que ces déviances-là ne concernent pas tout le monde. Elles concernent quelques-uns, mais c'est suffisant pour jeter le discrédit sur l'ensemble de la communauté. Et là où il s'agit de non-respect des obligations professionnelles, déontologiques et éthiques, c'est le contrôle qui va permettre de faire les constats et de sanctionner au besoin. Ça, c'est la logique du contrôle. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est d'évaluation. Et là, les constats qui ont conduit à instituer l'évaluation, c'est les constats liés à la non-qualité. Par exemple, des cours qui ne sont pas mis à jour, une approche pédagogique qui n'est pas appropriée, etc. Et en termes de modalités, pour l'évaluation, comme cela a été dit, les missions seront planifiées ou elles seront à échéance connue, alors que pour le contrôle, il y aura davantage de contrôles inopinés. Mais dans la démarche de la DCE, nous ne mélangeons pas les gens. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est l'évaluation. Alors, DCE, CAMES, il n'y a pas du tout d'antinomie. Comme cela a été déjà rappelé, le Bénin est et demeure membre du CAMES, sauf que, en plus des exigences du CAMES, il a les siennes. Et ce que fait la DCE vise précisément à répondre à ces exigences spécifiques du Bénin. Mais il a été dit également que la DCE est en contact avec le CAMES et donc c'est une approche que nous développons qui est en adéquation avec la plupart des orientations nouvelles du CAMES. Pourquoi faut-il que la DCE recoure à des experts étrangers? Il faut d'abord rappeler que dans la base des experts que s'est constituée la DCE, eh bien, il y a aussi et surtout des experts béninois. Les enseignants des UPB sont tous dans la base des experts. Et
Les experts qui ont été sélectionnés à travers des appels à manifestation d'intérêt, certains d'entre eux sont des Béninois. Et le principe, c'est que la DCE ne recourt à l'expertise étrangère que là où elle ne peut pas trouver un expert national de rang suffisant en fonction des profils à évaluer. En sachant aussi que dans notre contexte où la compétition est exacerbée, il y a des conflits interpersonnels qui ne garantissent pas toujours l'objectivité des évaluateurs nationaux. Donc, c'est pour répondre à toutes ces préoccupations que le Bénin a décidé qu'on pourrait aller chercher à l'étranger. Il a été dit ici et là que les assistants qui sont recrutés au profit des UPB sont déjà formés et cela devrait induire, j'allais dire, une utilité de l'évaluation. Non, la formation qui est actuellement donnée aux assistants, nous l'avons évaluée conjointement avec les CPA. Et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, c'est que cette formation, elle est loin d'être satisfaisante. Et justement, parce qu'il en est ainsi, nous sommes en train de développer actuellement une réflexion pour proposer à court moyen terme une stratégie véritable de formation pédagogique des enseignants du supérieur, formation initiale et formation continue. Les évaluations qui sont en vue vont permettre justement de faire les constats nécessaires, de dresser l'état des lieux et à partir de ce diagnostic, on pourra voir quelle orientation donner à cette stratégie. La DCE et les CPUAC sont en train de travailler ensemble parce que désormais, ces CPUAC ont vocation à servir de relais à la DCE sur les deux pans de sa mission que sont le contrôle et l'évaluation. Et donc, à l'intérieur des universités publiques du Bénin, les CPUAC vont exercer leurs attributions en fonction d'orientations qui sont définies ensemble avec la DCE et harmonisées. Ça veut dire donc que entre leur action et la nôtre, il n'y a aucune opposition, il n'y a que de la complémentarité. Pourquoi ne pas recruter des enseignants et procéder à des évaluations? Non. Les deux choses, l'évaluation et le recrutement d'enseignants, sont nécessaires. Ce sont des conditions nécessaires de l'amélioration de la qualité. Ça veut dire que l'une n'exclut pas l'autre et que le gouvernement va consacrer aussi bien à l'évaluation qu'au recrutement des enseignants les ressources qui sont nécessaires. Certains ont pu avoir le sentiment que le processus de recrutement est très long, mais je peux ici les rassurer de ce que la préparation du recrutement des premiers assistants au profit des UPB, cette préparation-là est entrée dans une phase, j'allais dire, décisive. Et pour finir, pourquoi se focaliser sur l'évaluation alors que les infrastructures ne sont pas en place? La réponse à cette question, elle est du même ordre que celle que j'ai donnée tantôt. L'évaluation aussi bien que la mise en place des infrastructures sont déterminantes de l'amélioration de la qualité et l'État accordera à chacun de ces volets l'importance nécessaire. Là encore, je peux vous donner une assurance. Il y a eu récemment une mission itinérante de terrain dans les UPB pour aller faire les constats. Un rapport est sur la table du gouvernement qui va s'en saisir pour probablement prendre assez rapidement des décisions hardies. Je voudrais donc sur ce vous remercier d'avoir pris le temps de vous connecter et de participer activement à ce webinaire. Ainsi que cela a été dit, nous répondons à ceux qui ont laissé ou qui vont laisser des questions dans le chat et nous mettons en ligne sur notre site les documents liés à ce webinaire. Le processus va rester continu. N'hésitez pas à nous saisir si vous avez des questions. Madame Fiamoué vous a donné notre adresse électronique. Utilisez-la, abusez-en si possible.
Je vous souhaite une bonne suite de journée et je laisse le modérateur nous dire au revoir. Et alors, sur instruction du DGCE, je vous dis au revoir. Mais il est évident qu'il a dit le mot de conclusion, donc il est inutile de s'attarder. Je vous remercie.